Je m'excuse d'abord parce que je pensais que je vais parler demain après-midi, mais donc je n'ai pas assez de temps à traduire certaines citations en français. Mais n'inquiétez pas, il n'y a pas de citation en chinois. Alors donc, mais j'essaie de traduire les citations en anglais, donc tout le monde peut comprendre. Alors, la cosmotechnique. En fait, c'est un livre que je viens de terminer et ça va sortir prochainement, qui porte le titre de la question de la technique en Chine. Comme vous voyez que c'est une réponse à l'article d'Heidegger, de la question de la technique. Mais en fait, j'ai un sous-titre, c'est un essai in cosmotechnique, c'est-à-dire un essai sur la cosmotechnique, mais la couverture n'est pas mise à jour, mais il n'y a pas de problème. Donc, en gros, c'est une réponse à Heidegger et aussi à tout nom ontologique dans l'anthropologie, comme certains d'entre vous connaissez ce sujet déjà. Alors, à la base, je peux dire que c'est une élaboration de la troisième partie du mode d'existence de Gilbert Simondon, sans Simondon. Alors, pourquoi je parle de la cosmotechnique ? Je vais vous lire une citation de D.H. Lawrence, Apocalypse. Quand j'entends des gens modernes se plaindre d'être seuls, je sais ce qui est arrivé. Ils ont perdu le cosmos. Nous ne manquons ni d'humanité, ni de subjectivité. Ce dont nous manquons, c'est du vie cosmique, du soleil en nous et de la lune en nous. Maintenant, il nous faut retrouver le cosmos. Et ça ne s'obtient pas par un tour de passe-passe mental. Il nous faut revivre tous les réflexes de réponse qui sont morts en nous. Les tuer nous a pris 2000 ans. Qui sait combien de temps il faudra pour les ramener. Bon, ça c'est la citation d'un livre de Lawrence. Peut-être que vous savez qu'il était en train de proposer un paganisme soleil. Un paganisme soleil. Voilà. Donc c'est pour cette raison qu'il a parlé du soleil et de la lune, tout ça. Donc de retrouver le cosmos. Alors bon, la question est, où est le cosmos ? On se sent une mélancolie énorme. Et comment peut-on le ranimer ? Alors, la question pour moi ne s'agit pas de cosmos, non plus cosmologie, mais de la cosmotechnique. Si je peux parler comme Bernard, je veux dire, je m'en fous de la cosmologie. Donc la question n'est pas la perte de la cosmos, mais la transformation, ou mieux encore, la destruction de la cosmotechnique, des cosmotechniques anciennes. Alors là, c'est le plan de mon exposé. Je vais d'abord expliquer la relation entre la cosmotechnique et l'art de vivre. C'est aussi le thème de l'Académie d'été. Et puis, je vais expliquer pourquoi cosmotechnique. Et le troisième tome, je vais revenir à la question de la cosmotechnique et la relation de cosmotechnique à la localité. Alors, dans le troisième tome, je vais parler de la cosmotechnique et l'épistème. Alors, pourquoi l'épistème et la cosmotechnique ? Parce que je crois que dans chaque époque, quand il y a une déchéance de l'époque, il s'agissait toujours d'une réinvention de l'épistème
qui conditionne la vie sociale, la vie esthétique, la vie politique. Donc, je vais d'abord expliquer qu'est-ce que c'est la cosmotechnique et sa relation à l'art de vivre. Alors, cela est le schème de la cosmotechnique. Je peux dire simplement que la cosmotechnique, j'entends par cosmotechnique, l'identification de l'ordre cosmique avec l'ordre moral à travers la technique. Alors, il y a une pluralité de la cosmotechnique en Europe, en Chine, au Japon, en Afrique, par exemple. Et là, il y a aussi plusieurs sens de connaître cette unité, c'est-à-dire l'unité entre l'ordre cosmique et l'ordre moral. Il y a plusieurs manières de connaître cette unité, par exemple par la vue, par l'œil, ou même en Chine, on dit par la résonance entre le ciel et l'humain. Alors, donc d'abord, je vais vous donner 2 exemples de la cosmotechnique ancienne, avant que je puisse continuer à aborder ce sujet. Alors, le premier exemple, c'est le taoïsme. Donc, je vais vous raconter une histoire que vous pouvez trouver dans le classique taoïste, Zhuangzi. Je pense en français, vous prononcez Zhuangzi, mais bon. Alors, il s'agit d'une discussion, c'est une discussion entre un boucher, il s'appelle Pao Din, et le prince, il s'appelle Unhui. Alors Pao Din a performé de découper un boule, une vache, devant le prince. Et ce qu'il a fait, il a découpé le bout comme s'il était en train de danser. Donc, le prince a demandé à Pao Din comment pouvez-vous faire découper le bout comme ça. Pao Din a répondu ce que j'aime est le Tao. Alors, donc, peut-être je vais lire la citation en anglais parce que j'ai trouvé une citation en français, mais ça ne correspond pas au texte chinois, malheureusement. So Pao Din says, "What I love is Tao, which is much more splendid than my skill. When I first began to carve a bullock, I saw nothing but a whole bullock. 3 years later, I no longer saw the bullock as a whole, but in part. Now I work on it by intuition and do not look at it with my eyes. My visual organs stop functioning while my intuition goes its own way. In accordance with the principle of heaven, I cleave along the main seams and thrust the knife into the big cavities. Following the natural structure of the bullock, I never touch veins or tendons, much less the big bones." Donc, Pao Din, il connaît le Tao, donc il peut entrer dans le bœuf comme s'il connaît déjà la nature du bœuf. Alors, il a continué, que je n'ai pas cité, il a continué que un mauvais boucher a besoin de changer, de remplacer le couteau tous les 3 mois. Un bon boucher, peut-être un an, il remplace le couteau chaque année. Mais lui, il a utilisé le même couteau depuis 19 ans sans le remplacer. Alors le prince Unhui a répondu « Excellent, maintenant je sais comment vivre ». Alors donc c'est l'histoire de Pao Din dans Zhuangzi. Par là, je veux dire qu'on peut identifier une unité dont j'ai parlé tout à l'heure, une unité entre l'ordre cosmos, c'est-à-dire le Tao, et aussi l'ordre moral. C'est l'unité de la morale et du cosmos qui caractérise le Tao. Alors en Europe aussi, chez les Grecs, on peut trouver une autre cosmotechnique, l'art de vivre. Donc là, je vais donner un exemple de stoïsme.
Et comme vous savez que Socrate était le modèle pour Zénon. Il était beaucoup inspiré par Socrate, par ce dont Socrate a parlé dans plusieurs dialogues de Platon. Alors, sur les stoïciens, on trouve que l'unité de la cosmos et la morale consiste en ce slogan, vivre conformément à la nature. Alors, il y a une histoire là. C'est que, comme peut-être vous savez, que Zénon, c'est Zénon qui était la première personne qui propose, il a dit « vive en accord ». Donc, il n'y a pas de mot « nature ». Et c'est Cléonte, il a ajouté « vive en accord avec la nature ». Et plus tard, Chrysippe a ajouté encore plus, c'est-à-dire vivre en accord avec l'expérience de quoi vient de la nature. Il y a une différence entre les taoïstes et les stoïciens. C'est que pour les stoïciens, l'unification entre le cosmos et la morale consiste en une soumission à la rationalité. Alors, cette rationalité, on peut le trouver dans la nature. Alors, je cite ici une citation de Cicéron, de la nature de Dieu, où il a expliqué l'argumentation. Je peux résumer l'argumentation ici, parce que c'est Dieu le divin, qui a créé le cosmos. Donc c'est le cosmos idéal, c'est le cosmos le plus rationnel. Alors donc si on suit la rationalité du cosmos, on peut comprendre la vie, on sait comment vivre. Je veux donner un autre exemple, ça vient de Marc Aurèle. Il y a une pratique que j'ai faite il y a plusieurs années, et que si on met une pierre sur la table, regarde la pierre. Imagine la transformation de la pierre jusqu'à un moment qu'il a disparu. Alors là, c'est une pratique de comprendre le changement de la nature et aussi de la vie. Alors après, on va enlever la peur de la mort, par exemple, ou s'il y a quelque chose de mauvais s'est passé, on sait comment faire, comment vivre. Alors, ce sont les cosmotechniques anciennes. Et aujourd'hui, on trouve cette technique dans les autres contextes, c'est-à-dire ils sont devenus, comme vous savez, les pratiques de New Age, par exemple. Et pourquoi ils sont devenus les pratiques de New Age? Pourquoi? J'ai une réponse à ça, mais c'est assez spéculative et peut-être un peu folle. C'est que, je crois que il y a, en ce moment, il y a une cosmotechnique qui est la plus puissante, qu'on peut l'appeler capitalisme. Et dans le capitalisme, en tant que cosmotechnique, là, on peut parler avec Heidegger, c'est-à-dire tous les êtres sont devenus le fond, c'est-à-dire le Bestand. C'est ce qui est disponible pour nous et qu'on peut les commander. Alors, mais pourquoi je parle de la cosmotechnique, mais pas comme Michel Foucault qui parle de la technique du soi? Pourquoi la cosmotechnique mais pas la technique du soi? Comme je disais que
les pratiques taoïstes, les pratiques stoïciennes sont les cosmotechniques anciennes. Et si on peut lire l'histoire comme les renouvelations des épistémes, et dans chaque épistéme-là, il s'agit d'un changement, aussi une réinvention de la cosmotechnique. Donc on ne peut pas rester toujours sur les stoïciens ou les taoïstes. Mais je vais préciser un peu plus loin, plus tard. Il y a deux raisons. Il y a plus de deux raisons, mais je vais vous donner deux raisons. Pourquoi je parle de la cosmotechnique? La première raison est que il y a un problème comme vous avez vu que c'est une réponse à Heidegger. Donc, j'essaie d'ouvrir le concept de technique. Alors pour moi, le problème de Heidegger est qu'il a proposé une lecture de l'histoire de la métaphysique qui est très, très étroite et qui est très dangereuse. Et donc, on a besoin d'ouvrir le concept de technique. C'est-à-dire qu'il faut trouver plusieurs généalogies de la technique. Je vais montrer qu'est-ce que je veux dire par là. Oui, je sais. Bon, merci. Alors, ce qu'il propose Heidegger, je vais parler simplement, est qu'il a essayé il a dit que l'histoire de la métaphysique est l'histoire de la théontologie à partir de Platon et d'Aristote. Et là, on peut trouver l'histoire d'un processus, un long processus de ce qu'il appelle Zeitvergessenheit, l'oubli de l'être, dont Mika a aussi parlé ce matin. Et ça aboutit à un moment où il parle de Zeitverlassenheit, l'abandonnement de l'être. Donc on a oublié la question de l'être et donc on ne peut plus, on est abandonné en même temps par l'être. L'essence de la technique moderne, c'est le résultat de ce développement de l'histoire de la métaphysique occidentale qui est abouti, qui a produit la technique, qui a abouti à l'essence de la technique moderne qu'il appelle Gestell. Le Gestell, selon Heidegger, est l'accomplissement de la métaphysique depuis Platon et Aristote, où il a trouvé que chez Platon et Aristote, il y a une déchéance, c'est Abfall, et aussi une chute, Fall. Alors, avec une lecture 6 étoiles de la métaphysique et de la technique, ça va nous poser beaucoup de problèmes. C'est parce que ils pensent qu'il n'y a qu'une technique, il n'y a qu'une technologie. Alors c'est pour ça que je confonds Heidegger par proposer qu'il faut penser de la cosmotechnique pour ouvrir la question de la technique. Sinon, on se trouve dans une impasse que je vais dire. Je vais citer un paragraphe des Cahiers noirs de Heidegger. Là, il a dit que la technique, comme les sciences, est internationale. Mais la pensée internationale n'existe pas. Alors, ça veut dire quoi? Il y a une technique internationale, mais la pensée internationale n'existe pas. Alors, parce que Heidegger, il veut revenir, il veut retrouver la racine de l'Europe. Et donc, la pensée est toujours liée à la racine, en tant que comme la terre natale, dont parle Bernard ce matin aussi.
Alors, donc, pour lui, la pensée est toujours liée au peuple unique, folk. Et donc, la technologie moderne va poser le problème de déracination. Et donc, c'est ça, Heidegger a proposé de revenir au pré-Socrate, c'est-à-dire les trois penseurs pré-Socrate, Parménide, Héraclite et Anaximandre. Alors, le problème là, je vais citer un paragraphe qui m'a beaucoup choqué quand j'ai lu Les Cahiers noirs, et que Heidegger, il a dit que s'il y a que les Juifs est une question métaphysique. Parce que, je vais le lire parce que c'est vraiment choquant. The reason why Judaism has temporarily increased its power is that Western metaphysics, at least in its modern development, has offered a starting point for the spread of an otherwise empty rationality and calculating ability which have consequently acquired a shelter in the spirit without nevertheless being able to grasp, moving from themselves, the hidden ambits of decision. Entscheidungsbezug. The more original and captured in the beginning the perspective, decision and questions, the more they remain inaccessible to this race. Alors, ça veut dire qu'en fait, il y a une équivalence entre le problème l'impasse métaphysique et les Juifs. Bernard a parlé de la tendance fasciste. Je vais parler de fascisme métaphysique. C'est chez Heidegger, on peut trouver un fascisme métaphysique. Et ça, c'est lié à une lecture très étroite de l'histoire de la métaphysique occidentale et aussi l'histoire de la technique. Alors, ce n'était pas que les Juifs, ils ont posé un problème pour Heidegger. Les non-européens, tous les non-européens ont posé le problème pour Heidegger. Alors, je cite un paragraphe d'un article qu'ils appellent Europa und die deutsche Philosophie, l'Europe et la philosophie allemande. Un discours qu'il a fait à Rome en 1936. Il a dit, je cite, Our historic Dasein experiences with increasing urgency and clarity that its future is facing a stark either or salvation of Europe, or alternatively its own destruction. But the possibility of salvation requires two things. Firstly, the sharing, Bewahrung of European people from the Asiatic. The overcoming of its own ruthlessness and disintegration. Alors, donc, ça c'est... j'essaie de montrer par ces citations-là que il y a un grand problème chez Heidegger et qui est précisément lié à cette lecture de l'histoire de la technique. Et donc, il faut... ce que j'essayais de faire dans le livre est de faire une relecture de Heidegger. Cette relecture consiste en cette question. Tentait Heidegger lui-même de chercher une cosmotechnique. Et je pose la question comme ça parce que j'essaie de faire une relecture de la lecture de Heidegger des pré-Socrates. Et je ne peux pas entrer dans les détails là parce qu'on n'a pas de temps, mais je vais montrer qu'en fait, ce qu'il veut faire, Heidegger est de retrouver ou réinventer une cosmotechnique qu'il a oubliée lui-même. Et pourquoi il a oublié lui-même? Parce qu'il n'a jamais parlé de stoïsme. Il a parlé une fois de Sénèque dans Ironside, après il a raconté cette histoire de Zorg. Il a mentionné Sénèque par rapport au concept de Kura, de soi, de Zorg.
Alors, la deuxième question, la deuxième raison dont je parle de la cosmotechnique est-il possible de retrouver le cosmos? Ça, c'est un peu mélancolique, parce qu'on ne peut pas trouver le cosmos. Alors, je vous proposais que cette tentation de retrouver le cosmos ou la nature caractérise le mouvement qu'on appelle la tournure ontologique du secteur en France, c'est-à-dire chez Descola, chez Vuillers de Castor, même Bruno Latour. Donc, les anthropologues, ils parlent de, par exemple, multinationalisme chez Vuillers de Castor. Pour les cosmologies, c'est un concept de Peter Sloterdijk. Alors, peut-être je peux élaborer, je peux ajouter quelques mots. Alors, Sloterdijk, il a fait un traité très intéressant. Il a essayé de montrer que la cosmologie occidentale, depuis les Grecs, à travers Claude Ptolémée, Nicolas de Cusa, jusqu'à aujourd'hui, c'est la réalisation du cosmos comme un ballon, comme un Kugel. Et le Kugel, le ballon, est la partie, c'est le Heimat. Et donc, c'est la création de sphères, comme le Kugel, comme le ballon, qui est réalisé à notre temps comme le capitalisme contemporain. Mais ça, c'est trop simplifié. Peut-être on peut entrer dans les détails dans la discussion. Ou la tentative de revenir aux ontologies indigènes, toutes ces tentatives me semblent pas du tout suffisantes. La raison est très simple. Que les anthropologues, je crois qu'ils ont oublié la question de la modernité et la modernisation. Et pourquoi je dis ça? Comment? Modernité et la modernisation. Je peux donner un exemple de la Chine, ce qui s'est passé dans les 200 ans passés. Mais on n'a pas de temps. Donc, mais je vais expliquer avec une citation de Nietzsche, de son livre Le Gai Savoir, le livre mon livre préféré de Nietzsche, et aussi ma citation préférée de Nietzsche, c'est celui-là. In the horizon of the infinite, we have forsaken the land and gone to sea. We have destroyed the bridge behind us, more so. We have demolished the land behind us. Now, little ship, look out. Besides you is the ocean. It's true, it doesn't always roll, and at times lies there like silk and gold and dreams of goodness. But there will be hours when you realize that it is infinite and that there is nothing more awesome than infinity. Oh, the poor bird that has felt free and now strikes again the walls of its cage. Oh, when homesickness for the land overcomes you, as if there had been more freedom there and there's no more land. Alors, c'est une discussion de l'homme moderne qui a embarqué sur un bateau pour chercher l'infinité. Et il se trouve au centre, au milieu de l'océan, et il ne peut plus retourner parce qu'il n'y a pas de terre. Et on est dans une situation comme ça aujourd'hui parce que si vous me posez la question, est-ce que la Chine peut revenir à ce qui était il y a 400 ans? C'est pas possible, parce que le temps, c'est le problème du temps. On n'a pas un temps qui nous permette de revenir. Alors donc, ce sont deux raisons pour lesquelles je parle de la cosmotechnique. Alors maintenant, la dernière partie
que je vais proposer de penser la cosmotechnique comme épistème. Alors, réinventer la cosmotechnique ou retrouver la cosmotechnique, il ne s'agit pas d'inventer telle ou telle technique, c'est-à-dire une plateforme qui est plus puissante ou qui est plus utile, mais une épistème. Comme je dis tout à l'heure, au début de mon exposé, j'essaie de montrer que tant qu'il y a une déchéance de l'époque, il y avait toujours besoin de réinventer l'épistème qui conditionne, en même temps qui nous donne la vie sociale, la vie technique, la vie esthétique, la vie sociale. Bon, on peut continuer à compter, mais j'arrête pas là. Alors, l'enjeu aujourd'hui, si on veut confronter l'Anthropocène, selon moi, il faut faire la généalogie de la cosmotechnique, pas qu'en Europe, pas qu'en Chine, mais dans les différentes cultures. Et pourquoi on a besoin de faire une généalogie de la cosmotechnique? C'est que pour retrouver une continuité de l'épistème, il y a toujours les ruptures, mais il y a une continuité. Alors, par exemple, je peux donner un exemple en Chine, c'est-à-dire que l'unité entre le Tao et le Qi. Le Qi, c'est pas l'énergie, c'est parce qu'on a le même centre de mots et il y a un autre Qi, ça veut dire que, comme les objets techniques, l'utile. Mais ça, c'est l'épistème qui était inventé chez les anciens et qui continue à travers le néo-confucianisme et aujourd'hui ce qu'on appelle le nouveau confucianisme. Alors donc, réinvention de cosmotechnique est une réinvention de savoir-vivre et esthétique. Et je crois que c'est possible de faire ça. C'est possible de le faire. Et je trouve que chez Simondon, on peut aussi trouver cette possibilité. Mais peut-être on peut entrer dans je ne parle pas de Simondon maintenant, mais peut-être dans la discussion. Alors, le dernier point est que c'est la question de la localité. Pour moi, la localité est toujours liée à une épistème. Il n'y a pas de localité s'il n'y a pas d'épistème. Et ce qui s'est passé au Japon, en Chine, surtout au début du XXe siècle, et je peux dire que, et c'est aussi mon hypothèse, est que le lien entre l'ordre cosmique et l'ordre moral était perdu, était coupé par la technique moderne. Et donc, ce qui s'est passé chez l'école de Kyoto, comme vous savez, peut-être est que de faire une guerre. Et c'est pour ça l'école de Tokyo, ce sont les Heideggeriens à la base, qui ont proposé d'avoir une guerre totale, qui est une notion qui ont pris des philosophes allemands. Total Krieg. Alors donc, si on veut parler de la localité, il ne s'agit pas d'un lieu ou d'une pièce de danse comme ce dont il parle ce matin François, mais de trouver une épistème qui nous permet de redévelopper la vie sociale, technique, esthétique et qui ne s'oppose pas au développement technique, mais qui est capable d'intégrer, adapter la technique contemporaine dans l'épistème. Alors ça, c'est ma proposition, et bon, je ne connais pas.